Hello moi-même, bonjour à toi auditeur, bonjour à tous. Stéphanie Crétac, ta coach en joie de vivre. Je suis très heureuse de te retrouver cette semaine dans mes capsules pleines d'amour où mes invités viennent nous livrer quelques-uns de leurs secrets pour s'aimer plus et profiter pleinement de la vie. Cette semaine, j'ai la joie de recevoir Stéphania Villela. Bonjour Stéphania. Bonjour Stéphanie. Stéphania, tu vis à Genève en Suisse. Depuis octobre 2021, tu accompagnes les femmes à s'empuissancer. À 23 ans, nous avons toutes les deux vécu un choc. Toi via une séparation, moi via un accident. Pour nous permettre de nous réveiller, de nous éveiller, pour nous révéler. Ton slogan, libère-toi, connais-toi et ose briller, me parle énormément. J'aurais pu l'écrire moi-même, car c'est l'essence de mes accompagnements également. Merci de prendre ton temps pour partager ce moment d'interview. Merci Stéphanie. Merci à toi. Stéphania, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Oui, alors en une phrase, j'aime bien me définir comme une alchimiste, une alchimiste du corps, premièrement, du cœur et de l'âme, parce que c'est le chemin que j'ai moi-même emprunté. Donc d'alchimiser tout mon poison intérieur, si je peux l'appeler comme ça, ou tout le plomb, en or, en lumière. D'abord pour moi. Ensuite, pour tous ceux qui m'entourent et puis pour bien au-delà. Donc, en une phrase, ce serait ça, une alchimiste du corps, du cœur et de l'âme. Quelles ont été les 3 grandes réalisations de ta vie dont tu sens de la fierté ou de la gratitude? Alors, premièrement, c'est vraiment d'avoir osé ouvrir ce que j'appelle cette boîte, cette boîte de Pandore, cette boîte qui fait peur, cette boîte dans laquelle se cachent toutes nos blessures, nos profondeurs, les ténèbres. Euh, Parce que moi, je l'ai ouverte, comme tu en as parlé, à l'âge de 23 ans, suite à une séparation. Et en fait, cette séparation, c'est juste venu quelque part mettre en lumière quelque chose de bien plus de bien plus profond, un traumatisme que j'avais vécu dans l'enfance au niveau sexuel, donc ce qu'on va appeler un viol. On va utiliser les mots. Et puis, c'est venu ouvrir tout ça. Mais c'est vrai qu'à l'âge de 23 ans, eh bien, c'est difficile d'ouvrir ce type de boîte-là parce que premièrement, j'avais pas du tout cette distance que j'ai aujourd'hui, j'avais pas cette conscience. Il me manquait fondamentalement les outils pour oser en parler, oser me libérer, oser me connaître et oser briller cette lumière qui est à l'intérieur de moi. Donc ça a été vraiment une de mes grandes fiertés, de dire quand je regarde aujourd'hui cette jeune femme qui a osé emprunter ce chemin de connaissance, comme j'aime aussi l'exprimer, devenir l'archéologue de moi-même, eh bien, c'est vraiment une fierté. Et puis, je la regarde vraiment aussi avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, de me dire, waouh, c'était pas évident parce que à ce moment-là, je suis descendue dans mes ténèbres, ce qu'on appelle aujourd'hui communément aussi la nuit noire de l'âme, quand on se retrouve dans ce tunnel où on se dit, mais quand est-ce que je vais en sortir? Comment je vais en sortir? Quels vont être les outils? Je ne vois pas la lumière. Quel est le sens de tout ça? On touche le désespoir à ce moment-là, c'est quelque chose de très profond. Oui, c'est quelque chose de très profond parce qu'en plus de quelque part mourir à soi corporellement, on est aussi en train de mourir à soi au niveau égotique. Donc c'est aussi une mort de notre ego, une mort de notre identité pour ensuite pouvoir renaître. Quelque part, j'aime bien dire qu'un cœur ouvert, un cœur blessé est un cœur ouvert. Donc quelque part, mon cœur blessé m'a aussi permis de toucher cette lumière et de faire fusionner donc ces ténèbres avec cette lumière pour toucher ma puissance personnelle et créatrice. Donc ça, c'est vraiment ma première fierté. Cette première fierté, donc ce chemin de connaissance et d'archéologue de moi-même m'a permis ensuite d'emprunter un deuxième chemin qui a été un voyage initiatique. Donc à l'âge de 26 ans, j'ai mis un terme à un accompagnement thérapeutique que j'étais en train de faire et puis j'ai décidé de vraiment m'accorder une année avec moi-même. Donc j'ai fait un voyage de 365 jours à sac à dos et là, ça a été
d'abord un voyage que j'ai programmé comme étant un voyage pour découvrir le monde, découvrir les lieux les plus spectaculaires, les cultures, sans penser à ce moment-là que ça allait être un voyage pour me découvrir moi-même et revenir vers le plaisir d'être moi. Donc, De ça, découvrir même qui tu es, quelque part. qui je suis et une reconnexion au plaisir. Le plaisir. Aujourd'hui, c'est aussi quelque chose que je transmets beaucoup, c'est le plaisir. Quand pendant 365 jours, on se réveille et la seule pensée que l'on a, c'est qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui qui fait du bien à mon corps, à mon cœur et à mon âme, eh bien, ça change toute la perspective aussi de la vie. On se dit, mais finalement, la vie dans laquelle j'étais, c'était complètement une illusion, c'est pas possible. Il y a quelque chose de bien plus grand quand tout d'un coup, il y a ce réalignement qui se fait. Et puis, je dirais que la dernière réalisation très importante qui a suivi ce voyage initiatique, eh bien, ça a été d'écouter mon cœur. Parce qu'à la suite de ce voyage, eh bien, quelque part, j'avais entamé ce chemin thérapeutique. J'ai ouvert cette boîte de Pandore. J'ai décidé de m'accorder du temps avec moi. Et ensuite, je suis revenue et là, j'ai senti un net décalage entre ma vie d'avant et la nouvelle Stéphania, avec justement toutes ces morts égotiques, toutes ces morts des identités que je m'étais construites. Et, euh, et un jour, si j'ai une anecdote vraiment, c'est que quand je suis revenue de ce voyage, pendant 6 mois, ben, j'ai commencé à faire quelque chose que je n'avais jamais fait avant parce que j'avais un esprit extrêmement cartésien. J'étais très, très dans le mental. Pour moi, le monde invisible, le monde spirituel, j'y comprenais rien et ça ne m'intéressait pas d'ailleurs. Et à la suite de ce voyage, donc pendant 6 mois, j'ai commencé à prier. Alors, j'ai commencé à prier je ne sais qui, hein. On peut appeler ça le grand mystère, l'univers, Dieu, peu importe. Moi, à ce moment-là, ce que je faisais, c'était simplement de parler à quelque chose. Et je demandais guidance et je demandais vraiment à ce qu'on m'aide. S'il vous plaît, aidez-moi, guidez-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Je me sens pas bien dans ma vie. Il y a plus de sens. Je me sens pas alignée dans ce que je fais, dans ma relation. Et un jour, très clairement, au bout de 6 mois de prière, eh bien, j'ai entendu la voix de mon cœur. Vraiment, c'est une voix très, très particulière, comme j'aime le partager. C'est une voix qu'on peut reconnaître parmi 1000 voix parce que c'est une vibration différente. Et puis à ce moment-là, la voix de mon cœur me disait, mais Stéphania, lâche tout, lâche tout. Tu as quelque chose de bien plus grand qui t'attend. Donc, fais le pas et on sera là derrière toi. Et à partir de ce moment, il y a comme une foi qui s'est installée dans mon cœur, dans mon âme, et c'est vraiment mon âme qui a pris les commandes. Et là, ça a été vraiment merveilleux parce que j'ai dit oui à la vie. J'ai dit oui à ce tapis rouge que la vie était en train de m'offrir, de me dire, voilà, tu as, tu as fait ta part du job quelque part. Tu as ouvert cette boîte. Tu t'es intéressé. Maintenant, vas-y, il y a la lumière qui t'attend. Mais par contre, fais-nous confiance. Et ça, c'est vraiment une grande réalisation de me dire, waouh, d'avoir fait confiance à la vie et d'avoir osé me lancer dans l'inconnu, dans ce chemin. Ouais. Aujourd'hui, c'est une gratitude, c'est une fierté. Ça a été quoi les difficultés que tu as traversées? Parce que oser, ça a l'air facile comme ça, dit comme ça, mais dans les faits, ça ne l'est pas du tout. Alors moi, les grandes difficultés que j'ai traversées, comme j'en parle souvent, c'est le fait que, comme je le disais, à l'âge de 23 ans, eh bien, j'ai vécu cette rupture, une rupture amoureuse extrêmement douloureuse qui m'a brisé le cœur, qui m'a mise à genoux. Euh, et puis, c'était de trouver les bonnes personnes vers qui m'adresser, vers qui aller dans cet accompagnement-là. Donc, la première difficulté pour moi, avec mon traumatisme propre, c'était d'oser en parler. Parce que pendant 23 ans, j'avais fait l'autruche. Donc, j'avais bien réussi à me dissocier en réussissant même à me convaincre que absolument rien n'était arrivé. Et ça, c'est typique du traumatisme, c'est de se dissocier et de s'auto-convaincre que tout va bien, que l'on peut contrôler, et finalement, il y a quelque chose qui vient casser cette armure et là, on se rend compte que finalement, on ne contrôle pas grand-chose si ce n'est rien. Donc ça, c'était la première difficulté. La deuxième difficulté qui a été très, très forte chez moi, c'est le fait que
très vite, j'ai compris qu'il y avait un net décalage entre ce que ma tête comprenait et ce que mon corps comprenait. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé ce suivi thérapeutique, eh bien, j'avais très vite compris les mécanismes qui étaient en jeu. Donc, qu'est-ce qui se passait au niveau familial, qu'est-ce qui se passait au niveau de la société, qu'est-ce qui se passait au niveau de mes mécanismes intérieurs. En plus, moi, j'ai fait des études en psychologie et sciences de l'éducation, donc j'avais des bases de psychologie. Donc, mon cerveau, et lui, il fonctionnait très, très vite et il avait très vite réussi à faire des liens. Par contre, mon corps, lui, il ne comprenait pas. Et là, c'est ce que je partage avec beaucoup de femmes aujourd'hui que j'accompagne, c'est de dire, mais finalement, il y a deux temporalités. Il y a la temporalité du mental, ce qui est vraiment cette temporalité qui nous aide à nous structurer. Donc, c'est-à-dire dans 5 minutes, j'ai quelque chose à faire, demain j'ai un anniversaire, etc., etc. On en a besoin pour se structurer dans la vie, dans le monde matériel. Maintenant, lui, notre corps, il a une autre temporalité. Et lui, finalement, il ne sait pas dire qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 ans, maintenant, ou ce qui se passera plus tard. Pour lui, c'est la même chose. Par exemple, lorsqu'on rentre dans une salle et qu'on sent un parfum que l'on va reconnaître, le parfum de notre grand-maman, que l'on a senti toute notre vie, eh bien, tout d'un coup, notre corps va revenir à un instant même où on était en train de sentir le parfum de notre grand-maman. Ou alors, quand on adore manger quelque chose et que c'est une odeur caractéristique, ça aussi, ça va, tout d'un coup, notre corps va revenir dans notre enfance lorsqu'on mangeait ce bon gâteau de maman. Enfin, voilà, donc notre corps, lui, il n'a pas cette temporalité. Et ça, c'est une difficulté. Ça a été une difficulté pour moi de le comprendre au premier abord, de me dire, mais finalement, ce que je dois faire, c'est me concentrer au niveau de la mémoire du corps. Et ça, c'est difficile, hein, la mémoire du corps. Parce qu'en fait, ce qu'il faut faire au niveau de la mémoire du corps, c'est de déprogrammer tout ce qui est déjà là. Quelque part, moi, j'ai eu cette chance de me réveiller à l'âge de 23 ans. Donc, j'ai dû déprogrammer 23 ans de vie, plus les mémoires transgénérationnelles. Mais quand... Jusqu'à 7 générations, on se balade dans nos gènes, hein. Donc ça fait Exact. du monde. Oui, exactement, ça fait du monde, ça fait de la mémoire. Donc, déprogrammer tout ça pour reprogrammer. Mais finalement, plus on laisse passer la vie, plus on décide de faire l'autruche, plus la déprogrammation va être difficile. Parce que le corps, il aura des réminiscences et il y a des moments où même encore aujourd'hui, hein, alors que j'ai déjà cette conscience, que j'arrive à prendre de la hauteur, il y a des moments où mon corps me ramène dans le passé. Et là, c'est vraiment une discipline quelque part Ce avec que j'ai- soi-même. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ces moments-là, c'est pas tout à fait au même endroit. C'est-à-dire que c'est toujours le même sujet qui vient, mais il est de plus en plus fin. Ça nous permet. C'est comme si au début, on a retiré un peu la surface, ce qui est superficiel, et puis plus ça va, plus on va en profondeur, plus on va en subtilité. Alors oui, on peut se dire c'est toujours le même sujet, mais pas du tout de la même manière. La façon dont on se libère aujourd'hui et la façon dont on se libérait il y a 5 ans du même sujet, on voit aussi la progression. On peut sentir cette finesse-là. Oui, effectivement. Puis ce qui évolue aussi, comme je disais, au départ, quelque part, on est l'acteur de la scène. Donc, on est en train de vivre l'émotion de l'intérieur et puis on joue extrêmement bien notre rôle. Moi, je joue extrêmement bien mon rôle de victime, en fait. Et à un moment donné, j'ai commencé à prendre de la hauteur. Et ce qui change avec la temporalité, c'est on est l'acteur de la scène, mais en même temps, on est le spectateur de la scène. Et là, ça devient magnifique parce qu'on peut se voir jouer la scène et de se dire non, attention. Effectivement, il y a la même scène. Au départ, moi, j'appelais ça le disque rayé, la même scène qui se représente. OK, il y a le disque qui revient, mais cette fois, tu es capable de l'observer et tu es capable de t'en distancier et de te dire non, attention, là, c'est tes peurs qui reviennent, c'est tes blessures, c'est ton ego. Et de prendre cette distance, c'est magnifique. Et ensuite, dans un troisième temps, on peut même se rendre compte qu'on est le metteur en scène. Donc, faire ce mouvement-là est hyper intéressant et je pense que c'est aussi cette temporalité qui nous aide justement à prendre de la distance et ensuite à observer que finalement je suis le maître et de ma destinée et qui écrit le scénario.
Je suis le maître de ce monde intérieur. C'est à moi de choisir ce que je veux vivre. Mm. Ce que j'en retiens de cette expérience. Parce que finalement, les expériences, elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles peuvent être inconfortables. Mais c'est ce qu'on va en faire qui va devenir soit du poison, soit quelque chose qui va nous élever. Oui, effectivement. Et puis aujourd'hui, sur ce chemin initiatique, parce que vraiment ça a été un chemin initiatique, j'ai eu la grande chance de recevoir un don extraordinaire, comme je te le partageais à un moment donné. J'ai donc écouté cette voix du cœur, et quand j'ai écouté cette voix du cœur, j'ai reçu un don qui est avoir accès aux annales akashiques. Donc, effectivement, ce que tu partages est hyper important. C'est que ce qu'on m'a aussi transmis, c'est le fait qu'il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux. Ce sont des expériences. Et d'ailleurs, si on y réfléchit bien avec le recul, les expériences dites difficiles sont aussi celles qui nous ont le plus aidé à grandir, à évoluer en tant qu'âme. Donc, même si sur le moment, c'est quelque chose de pas confortable, eh bien, finalement, c'est ce qui nous a aidé à être aujourd'hui la personne que nous sommes. C'est pour ça que moi, en tout cas, je ne changerai ni une virgule, ni un point de mon histoire personnelle, aussi difficile soit-elle, parce que c'est ce qui fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui en train de parler devant toi, devant vous. Si je n'avais pas vécu tout ça, je ne pourrais pas le partager et le transmettre aussi. Je suis complètement alignée avec ce que tu dis. C'est pareil. J'en discutais encore hier soir avec ma fille qui me disait: «Ah, mais ce serait cool de remonter dans le temps». Je dis: «Ben ouais, mais en fait, dans les faits, j'aurais pas vraiment qu'est-ce que je voudrais changer vraiment de ma vie? Ah, peut-être me souffler à l'oreille: «T'inquiète pas, ça va passer». Dans ces moments de désespoir où tu as l'impression que ça va jamais se finir. Mais au final, surtout pas changer quoi que ce soit parce que ce qui en ressort, c'est que du positif, quoi. Oui, effectivement. Et puis, je pense que quand on se donne entièrement, on s'abandonne à cette expérience, comme tu le dis, même s'il y a des moments extrêmement durs, eh bien, ça installe en nous la foi. Et, et on peut nous enlever beaucoup de choses. Mais la foi, quand elle est installée dans le cœur, eh bien, ça, c'est inébranlable. On va la garder et elle va guider notre chemin par cette lumière. Donc effectivement, c'est un chemin de foi, c'est un chemin initiatique. Mhm. Stéphania, est-ce que ta sensibilité a été, difficile dans ta vie? Alors, comme je l'expliquais au départ, comme j'étais complètement dans une dissociation entre mon corps et moi, mon âme, mon corps, enfin, c'était une superbe protection, c'est un moyen de survie qui m'a aidé à me développer d'une manière totalement normale pour la société. Euh, mais en même temps, j'avais pas de sensibilité puisque j'avais une immense armure. J'étais complètement déconnectée de mon cœur. La sensibilité, elle est arrivée vraiment quand mon cœur a commencé à s'ouvrir. Donc, quand la lumière a commencé à passer. Et puis, euh, et puis elle est arrivée vraiment, vraiment, elle s'est installée, comme je l'ai expliqué, au moment où j'ai décidé de me lancer dans le vide et de suivre cet appel du cœur. Parce que là, j'ai eu donc des dons qui ont commencé à arriver et j'ai eu donc tous mes canaux qui ont commencé à s'ouvrir, notamment lorsque j'ai rencontré une personne très particulière qui m'a fait vivre ce qu'on appelle une montée de Kundalini. Donc, quand j'ai eu la Kundalini, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est l'énergie de vie qui est logée à la base de notre coccyx et qui est souvent représentée par deux serpents qui s'entremêlent, qui représentent l'énergie masculine et féminine. Ça aussi, quand on vit une montée de Kundalini, on le reconnaît tout de suite parce que c'est comme un feu intérieur qui vient de la terre et qui nous traverse jusqu'au sommet de notre crâne et on ne sait pas trop ce qui se passe, mais c'est une énergie d'une telle puissance qu'on va tout de suite savoir la reconnaître. Et à ce moment-là, eh bien, tous mes canaux ont commencé à s'ouvrir. Notamment, j'ai eu la clairaudience. Donc, au départ, je n'arrivais plus à sortir dans la rue. Le petit bruit, la nuit me réveillait. Et à l'époque, pour moi, c'était très difficile parce que j'étais dans ma première vie, comme j'aime le dire, j'étais enseignante.
Et donc, quand j'arrivais à l'école, euh, rien que d'entendre mes élèves parler, je ne supportais pas. Et puis, c'était très, très, très drôle parce que je me disais, mais Stéphania, la classe est extrêmement calme. Qu'est-ce qui te dérange? Et en fait, c'était vraiment mes canaux qui s'ouvraient. Ensuite, j'ai eu donc le troisième œil qui a commencé à s'ouvrir. Donc, à ce moment-là, j'arrivais plus à sortir dans la rue, à, par exemple, emprunter les transports en commun, à aller dans des foules. Donc, Qu'est-ce qui te dérangeait? alors, c'était la vibration, c'était vraiment énergétique. J'arrivais à sentir les vibrations autour de moi, euh, les énergies basses. Tout d'un coup, je me sentais vraiment comme absorbée par toutes ces énergies. Et puis, il fallait que je rentre chez moi et que je me nettoie. Alors, ça a été un moment où, quelque part, je suis rentrée dans ma grotte. Je passais beaucoup de temps chez moi, avec moi, euh, presque dans l'obscurité et dans le silence total. Donc oui, à ce moment-là, effectivement, mon hypersensibilité, là, on peut vraiment appeler ça de l'hypersensibilité, a été très difficile à vivre parce que ça m'a quelque part demandé de me couper aussi du monde. Donc, à nouveau, une mort de soi, une mort de l'ancienne Stéphania, parce que tout d'un coup, ta famille ne te reconnaît plus, tes amis ne te reconnaissent plus, au travail, on ne te reconnaît plus. Et finalement, toi, tu es en train de vivre une mue, hein, comme le serpent, une transformation intérieure. Et oui, cette hypersensibilité qui arrive et tu ne sais pas trop quoi en faire, comment la gérer, à nouveau, là, quels sont mes outils, vers qui me tourner, qui peut me comprendre quand on commence à voir des choses un petit peu paranormales, vivre des expériences mystiques, qui peut me comprendre dans ces expériences mystiques, à qui est-ce que je peux partager ça? En tout cas, moi, ma famille, pas. Si on vit dans un milieu dans lequel la famille peut nous accompagner, tant mieux. Les amis, ça dépend qui, hein. Ah, parce qu'on peut très vite nous prendre pour une folle dans cette hypersensibilité quelque part. Donc, voilà, ouais, pour moi, ça a été difficile parce qu'au départ, c'est vrai que moi-même, j'ai commencé à dire, mais Stéphania, tu deviens en fait folle. Tu deviens folle. Tu commences à entendre des voix, tu commences à voir des choses. Qu'est-ce qui se passe? Et du Bon. coup, tu as les bonnes personnes qui ont, qui sont arrivées dans ta vie? Alors, j'ai eu la grande chance aussi donc, comme je te le disais, d'avoir cette foi à l'intérieur de moi, d'avoir vécu des expériences extrêmement mystiques qui m'ont aussi amené à me dire non, il y a quelque chose de bien plus grand, suis ce bien plus grand parce que le chemin est là. Et j'ai eu une personne, vraiment un maître sur le chemin qui m'a accompagnée, qui est donc aujourd'hui une amie de cœur, qui est chamane et qui, elle, avait vécu son chemin initiatique avant moi. Donc, elle a vraiment pu aussi m'aiguiller en me disant, non, mais en fait, ce que tu vis, c'est tout à fait normal. Et petit à petit, plus j'ai installé la confiance, plus les maîtres sont apparus sur le chemin, hein. J'aime bien cette phrase qui dit, quand l'élève est prêt, le Ouais. maître apparaît. Et c'est exactement ça. Quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Donc, les maîtres ont commencé à apparaître sur le chemin, les uns après les autres, en m'indiquant en fait la voie à suivre, les outils, et puis des outils que je me suis aussi peu à peu appropriés moi-même. Est-ce que enfin, oui, j'ai la réponse déjà, mais bon. Je suppose que les termes HP, hypersensible, haut potentiel, ça te parle? Alors oui, ça me parle énormément parce que comme je l'ai évoqué, j'ai été enseignante dans une première vie. Donc effectivement, moi, j'ai déjà eu affaire à des élèves HP au potentiel. Euh, Et puis, quand mon hypersensibilité s'est réveillée, ces élèves-là aussi sont devenus de plus en plus intéressants parce que au départ, j'étais donc l'enseignante qui faisait bien selon ce que la structure institutionnelle attendait d'elle. J'ai fait ce voyage et ensuite, ben, je suis devenue l'enseignante, comme j'aime le dire, qui voyait l'âme de ses élèves. Donc, je ne voyais plus des élèves, je voyais des âmes devant moi. Et effectivement, ces HP hypersensibles, enfin, peu importe, je voyais à quel point leur âme était d'une sensibilité, qu'elles arrivaient à capter des choses que les autres n'arrivaient pas forcément à capter. On est tous capables de capter, mais avec une telle rapidité. Donc, c'est vraiment, ouais, pour moi, c'est vraiment un public que j'adorais, en fait, ces âmes-là
et effectivement, quand moi-même mes canaux se sont ouverts, ben, j'ai aussi pu comprendre, mieux les comprendre en tout cas. Mhm. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? De les comprendre. Ouais, de découvrir tout ça, en fait, de voir. Alors, ce que ça a changé fondamentalement chez moi, c'est comme je l'expliquais, je l'évoquais au départ, c'est d'avoir pu me dire, mais bon sang, au départ, tu étais juste l'actrice qui jouait tellement bien ton rôle. Et tu étais dans une telle illusion de de tout ce qu'on t'avait fait croire et de tout ce que toi-même tu t'étais fait croire d'ailleurs. Ensuite, tu as réussi à devenir la spectatrice. Là, ça devient hyper intéressant. Mais maintenant, tu es en plus celle qui écrit le scénario et celle qui fait le décor et celle qui s'occupe de la lumière. Donc aujourd'hui, euh, tu disais que j'habitais en Suisse. Oui, j'habitais en Suisse et maintenant j'habite au Portugal parce que j'ai décidé d'écrire un nouveau scénario. Donc c'est génial quand on commence à voir la vie sous cette perspective parce qu'on se rend compte que finalement la vie, c'est un jeu. Quand on la prend avec de la hauteur, c'est pas lourd, c'est pas quelque chose de difficile. Non, c'est un jeu. Aujourd'hui, j'ai décidé d'habiter au Portugal. J'habite au Portugal. Eh bien, c'est merveilleux. Et je vois la vie avec ce regard d'émerveillement de l'enfant intérieur qui se dit, mais waouh, j'ai tellement de choses à découvrir, tellement de choses à expérimenter. Tu sais, même quand je mange un gâteau, je me dis, mais c'est merveilleux de manger un gâteau. Finalement, quelle expérience! Waouh, je suis incarnée en tant qu'humaine et chaque expérience peut devenir une expérience d'émerveillement et de grâce. Et c'est ça ce que ça m'a apporté vraiment, c'est de me dire, mais regarde la vie à travers ces yeux-là. Ne change pas de lunettes. Et tu peux aussi, à des moments, prendre tes lunettes plus sérieuses pour rentrer dans la société et faire des choses un peu plus sérieuses qu'on attend de toi. Mais sinon, mets tes lunettes roses et puis regarde, voilà, vois la vie en rose. Moi, j'aime bien utiliser le mental au service du cœur. C'est-à-dire qu'il est excessivement puissant pour réaliser ce que le cœur veut faire. Comme il dit, il y avait une idée qui arrive, le cœur dit vas-y, il faut que tu fasses ça, et le mental il est là, ok. Bon bah ça c'est ma direction, c'est et le mental c'est le GPS, il va me montrer toutes les routes possibles pour y arriver. Et j'aime bien ça parce que c'est vraiment cette boussole de joie qui nous porte à, à vivre, à nous sentir vraiment vivants, à pas juste à être dans de la survie. Oui, 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 exactement, oui. Et puis le mental, comme tu le disais, c'est un outil extrêmement puissant lorsqu'il est au service de. Alors, ça demande beaucoup de discipline, hein. Moi, j'aime aussi dire, les gens qui viennent vers moi et qui me disent, ah, récemment, j'ai une anecdote d'un ami qui venait vers moi et qui me dit, mais écoute, Stéphania, est-ce que tu pourrais me dire comment on devient chaman? Comme ça. Voilà, tu peux me transmettre C'est ça. l'information. J'ai dit, écoute, ça, c'est un chemin initiatique. C'est un chemin initiatique qui demande beaucoup de rigueur et de discipline. Moi, discipline, humilité, abandon, euh, la foi, mais un nettoyage aussi du mental, comme tu le dis, d'observer tout ce qui s'y passe, toutes les fausses croyances qui sont logées là-dedans, tout ce qu'il nous envoie à chaque instant. Mais lorsqu'on fait ce nettoyage et qu'on devient surtout l'observateur, comme je le disais à nouveau, c'est pas que les pensées vont s'arrêter, hein. Elles vont continuer à le faire parce que ce serait trop C'est beau. son job en même temps mental, hein. Heureusement qu'il est là, il fait son job, il fait bien son boss, il fabrique des pensées, Ah ouais, non, ça c'est sûr. mais tout le temps les mêmes. Donc on a intérêt à surveiller ce qu'on fabrique. Oui. En général, il y a quoi, 5 grandes pensées qui nous traversent la journée, même trois. Euh, j'ai récemment fait 10 jours de méditation silencieuse où on méditait 8 heures par jour. Et là, j'ai vraiment pu observer à quel point c'est le drame de Stéphania, de sa vie, ses amours, ses emmerdes. Et le mental, il te ressasse ça pendant 10 jours. Et c'est intéressant parce que quand on commence à observer ce qui nous ressasse au quotidien, on se dit, ben bon sang, ah, ok, alors je plonge dans l'expérience, montre-moi ce que tu veux me dire. Et quand on plonge complètement dedans et qu'on a vu ce qu'il essayait de nous transmettre, et bien finalement, l'idée, elle passe. Mais effectivement, on en a besoin. C'est pas que le mental va s'arrêter, mais par contre, je peux l'observer. Je peux l'observer
arriver, ça c'est magique, et je peux l'observer me traverser et puis le laisser passer et me dire, OK, voilà, j'ai observé, c'était là, je ne juge pas, je n'essaye pas de contrôler, je n'essaye pas d'analyser, et puis je laisse passer. Et là, c'est quand même beau. Mhm. On devient directeur de notre usine à fabriquer des pensées. Ouais, ce serait beau. En tout cas, on essaye, on apprend. Est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui que ton hypersensibilité est devenue une force? Oui, oui, oui. Alors non, là, c'est aujourd'hui, effectivement, c'est une force dans le sens que, comme je l'expliquais, quand les canaux se sont ouverts, au départ, c'était difficile à vivre. Je ne savais pas avec qui, vers qui me tourner pour le vivre. Euh, mais aujourd'hui, notamment pour les accompagnements ou les retraites que je propose pour les femmes, eh bien, je ne, je n'aime pas préparer. Typiquement, pour cette interview aujourd'hui, je t'ai dit, mais je n'ai pas voulu préparer quoi que ce soit parce que, en fait, j'aime bien être le canal. Je m'ouvre en tant que canal et puis j'aime laisser l'information venir. Qu'est-ce qui est juste pour moi, pour ceux qui m'entourent, pour bien plus grand? Et je laisse, je canalise. Donc effectivement, cette hypersensibilité, c'est génial aussi pour ça, pour devenir le canal de de cette grandeur qui est là, de cette lumière. Donc oui, 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 c'est une force, complètement. Dans notre société, beaucoup d'entre nous ont du mal à s'aimer pour tout l'être imparfait qu'ils sont. Où est-ce que tu en es sur ce chemin d'amour-propre? Alors, Ce chemin d'amour inconditionnel même. c'est difficile à comprendre, l'amour inconditionnel. Oui, alors, disons qu'aujourd'hui, je suis comme sortie aussi de ce côté où je m'identifiais complètement à ce corps physique. Donc oui, je suis ce corps physique. Ce corps physique me permet de vivre cette expérience humaine qui est extraordinaire. Et il me permet, ben, comme je le disais, de pouvoir manger des choses qui me font plaisir. Moi, je suis une épicurienne, hein, donc de pouvoir jouir de la vie, de pouvoir embrasser les personnes que j'aime, de pouvoir danser. Voilà, ce corps me permet de faire tout ça. Euh, et j'aime aussi cette notion de beauté. Moi, j'ai une grande valeur de beauté. J'aime l'harmonie, la beauté. Donc, effectivement, à travers ce corps, je peux aussi me faire plaisir en, par exemple, mettant des habits qui me font me sentir bien dans ce corps. Mais je ne suis pas ce corps. Donc, c'est là aussi où, quand tu parlais d'amour inconditionnel, c'est de dire, je suis bien plus que ce corps physique. Donc, quand je me connecte à ça, eh bien, non seulement je me connecte à cet amour inconditionnel qui est là pour moi, cette lumière, mais aussi à l'amour finalement qui est en chacun d'entre nous. Et là, eh bien, on se rend compte qu'on est tous interreliés à travers cet amour inconditionnel et que finalement, entre toi et moi et toi, il n'y a pas de différence. Nous sommes la même personne et pourtant nous sommes différentes. Donc, c'est ça qui est extraordinaire. Est-ce que tu as senti à un moment de ta vie que tu t'es choisi, senti ce shift-là, ce changement en toi? Oui, ouais. Pas qu'une fois d'ailleurs. Mais, euh, mais je dirais que la première fois où j'ai vraiment décidé de me choisir, c'est donc au moment où j'ai fait ce voyage de ce tour du monde. Parce que à ce moment-là, j'ai fait quelque chose de très, très puissant au niveau du fait de me choisir. C'est que j'ai assis mes parents sur un canapé. Et je leur ai dit, écoutez, voilà, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Premièrement, je vais faire un voyage de 365 jours. Donc, je vais, quoi qu'il arrive, partir. Vous n'avez rien à me dire là-dessus. Je vais pas vraiment prendre mon téléphone. Donc, en tant que parent, c'est difficile. Et aussi, je leur ai donc révélé tout ce que j'avais vécu parce qu'il faut savoir que eux, ils ne le savaient pas. Donc, tout mon chemin traumatique, ils n'en avaient pas conscience. Donc, j'ai tout révélé à ce moment-là. Ça devait Et être impressionnant pour eux.
Oui, oui, oui. Et pour moi, donc là, vraiment, je m'étais choisie et j'avais choisi de m'affranchir de mes parents et de devenir l'adulte avec un grand A. Ce qui est difficile à ce moment-là, c'est comme parce qu'avec nous, avec les êtres chers, on a comme des fils invisibles hein, qui nous relient à eux. Et c'est comme si on coupait ce fil invisible. Et forcément, avec les liens donc euh, parents-enfants, eh bien, c'est comme la métaphore de l'élastique. C'est comme si je coupais un élastique et que l'élastique leur arrivait en plein visage. Ça fait extrêmement mal, c'est douloureux. Mais en même temps, en constellation familiale, je travaille aussi en constellation familiale, et bien c'est extrêmement important de se choisir parce qu'il y a une phrase très puissante que l'on prononce, c'est de dire toi pour toi, moi pour moi. Donc c'est rendre à celui qui est en face ce qui lui appartient et je reprends ce qui m'appartient. Donc c'est aussi reprendre ma destinée en main. Donc à ce Mais moment-là, il y a un autre lien qui se crée à ce moment-là. C'est que c'est un lien du cœur. C'est plus un lien dans la matière avec des devoirs et des dus quelque part. Mais c'est quelque chose de beaucoup plus subtil et de beaucoup plus puissant qui se crée. Moi, je sais qu'aussi en accompagnement, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de se couper ce lien parce qu'ils se disent mais j'aime cette personne, je ne veux pas me couper. Je dis non, non, non. C'est juste que tu coupes la dépendance pour retrouver ton pouvoir. Et là, il y a un autre lien qui se crée, qui part du cœur et qui est beaucoup plus puissant, qui est juste dans l'amour de l'autre. Je ne sais pas si tes parents ont réussi à se connecter à ça. oui, alors oui, aujourd'hui, oui, effectivement. Mais c'est très juste ce que tu partages, c'est que j'aime aussi beaucoup dire que l'attachement n'est pas de l'amour. Et on confond bien souvent l'attachement et l'amour. Donc, la dépendance, finalement, c'est de l'attachement. Mais ce n'est pas de l'amour inconditionnel. Et lorsqu'on commence à se choisir, comme tu le disais, eh bien, effectivement, on commence à créer des liens qui ne vont plus être des liens d'attachement, d'appropriation, de domination, mais des liens d'amour, de véritable amour où, quelque part, on respecte la personne qui est en face de nous telle qu'elle est, avec ses imperfections, son chemin, peu importe, mais on se respecte aussi nous-mêmes. Et c'est parce que d'ailleurs, on se respecte nous-mêmes et qu'on se choisit soi-même que finalement, on pourra davantage respecter l'autre et choisir l'autre dans sa vérité, dans son entièreté, dans son essence même. Et effectivement, c'est très beau. Donc, oui, après ça, la relation avec mes parents a totalement changé. Aujourd'hui, ben oui, je me suis complètement affranchie et ils savent que finalement, quoi qu'il arrive, je vais me choisir. Effectivement, après, il y a eu plusieurs épisodes dans mes relations amoureuses où tout d'un coup, quand je sentais que ce n'était plus aligné, eh bien, je me choisissais moi-même, mais toujours en exprimant à l'autre le fait que ce n'est pas que je ne l'aime pas. Combien de fois j'ai dû dire à une personne, c'est pas que je ne t'aime pas, ce n'est pas que tu as fait quelque chose de mal ou de faux, pas du tout. C'est juste que je me choisis d'abord parce que finalement, je suis la personne la plus importante de ma vie et parce que je t'aime, eh bien, je t'offre aussi ce cadeau de me choisir et de ne pas rester dans un lien d'attachement, dans un lien qui finalement deviendrait un lien toxique, autant pour toi que pour moi. D'ailleurs, au quotidien, c'est pas toujours évident de rester connecté à soi, de prendre soin de nous. Alors, on est tous différents avec des moyens différents de répondre à nos besoins, mais chaque expérience peut en inspirer d'autres. Est-ce que toi, tu as des routines, des bonnes habitudes, des trucs que tu mets en place aujourd'hui? Alors, suivre tes plaisirs, on a compris. Mais est-ce que tu avais aussi d'autres choses qui pourraient inspirer? Oui, alors moi je suis vraiment dans une approche très intuitive. Donc je ne me force jamais à faire quelque chose. Par exemple, euh, faire du sport pour faire du sport, ça ne m'intéresse pas. Par contre, je demande toujours à mon corps ce dont il a besoin. Donc là, déjà, on est dans une approche très intuitive et je pense qu'il faut déjà avoir quelque part cette connexion avec soi-même et son corps. Mais au départ, ce qui m'a beaucoup aidé pour trouver cette connexion, c'était de rentrer sur le chemin du yoga. Je me suis très vite aperçue que moi, le sport, courir, etc., ça ne m'intéressait pas. Donc, j'ai commencé à faire du yoga. Et cette pratique, cette discipline avec moi-même m'a vraiment aidé petit à petit à me connecter.
à me dire, OK, ah là, il y a des choses qui se passent dans ton corps. Là, ton corps te parle, mais d'une manière dite positive. Donc, continue. Euh, voilà, puis finalement, après, c'est toute la nourriture que l'on va se donner. Et par nourriture, je veux dire la nourriture corporelle, la nourriture émotionnelle, la nourriture, oui, effectivement, les aliments, ce qu'on va regarder, ce qu'on va écouter. Donc, peut-être instaurer des petites routines de se dire, mais tous les jours, je me prends 10 minutes pour me connecter à moi-même, peu importe comment je le fais. Est-ce que j'ai envie de danser? Je danse. Est-ce que j'ai envie d'écouter une bonne musique? J'écoute une bonne musique. Est-ce que j'ai envie de me prendre un bon bain et me relaxer? Et ça suffit juste. La routine de s'offrir du temps. Oui, S'offrir oui. du temps, un temps libre qui n'est pas prédéfini, mais ce temps-là, se l'offrir tous les jours. Oui, et puis un temps de qualité avec soi. On offre beaucoup, beaucoup aux autres de notre temps et finalement, on s'en offre peu à nous-mêmes. Donc, se dire finalement dans notre agenda, dans notre temporalité humaine, de se dire aujourd'hui, c'est les 10 minutes sacrées pour moi. Peu importe ce que je fais, je peux faire du yoga, de la méditation, danser, peu importe, mais je m'offre ce temps. Et ça change beaucoup, hein, de s'offrir rien que 10 minutes par jour. Qu'est-ce que tu as vu comme changement? Bah, comme je l'ai expliqué, c'était vraiment une reconnexion avec mon corps. Donc, mon corps a commencé à davantage me parler, mais d'une manière beaucoup plus sensible, beaucoup plus euh, détaillée, où tout d'un coup, mon corps me disait, mais aujourd'hui, j'ai envie de manger tels aliments. Puis je me dis, tiens, si mon corps me dit qu'il a envie de manger ça, ben, je vais le manger. Puis je me sentais hyper bien. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller danser, donc j'allais danser. Et puis tout d'un coup, je me sentais. Puis tout d'un coup, on sent aussi à l'intérieur de soi ce réalignement qui se fait. Donc, ce mouvement-là où tout est aligné, tout est juste. Et finalement, l'alignement intérieur nous permet de traverser le monde physique avec plus de légèreté. C'est ça. Parce que bien souvent, je vois des gens j'ai l'impression qu'ils transportent leur corps, transportent leur peine, transportent leur fardeau, L'armoire de la grand-mère et compagnie. leur corps. Bah oui, parce que finalement, il n'y a pas d'alignement intérieur. Mais plus l'alignement intérieur va se faire, plus l'avancée dans le monde physique va être léger, fluide, harmonieux. Donc, c'est aussi ça que ça va nous apporter concrètement. Moi, aujourd'hui, j'arrive à m'offrir 1 heure et demie de marche quasiment tous les jours. Et voilà, de réaligner mon lieu de vie avec moi, en fait. Voilà, savoir changer aussi. Tu dis que tu es partie en Portugal, moi je suis partie moins loin, hein. Je suis partie en Normandie. J'ai fait Paris-Normandie, ça va, c'est pas très loin. mais ça change énormément de choses pour pouvoir se nourrir au quotidien de ce qui fait vibrer, en fait. C'est comme si j'avais ce devoir de prendre soin de la lumière qui est à l'intérieur de moi. C'est pas aux autres de le faire. C'est pas aux autres d'allumer cette lumière, c'est à moi de le faire. Et, et si je m'offre pas à moi-même ce temps pour allumer cette lumière et aller regarder ce qui la fait vibrer, bah, je passe à côté, quoi. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à avoir des moments où on a l'impression de s'éteindre, de plus être vraiment soi. Bah, c'est juste parce qu'on a besoin de revenir à allumer cette lumière. Ça te parle? Oui, oui, exactement. Oui, oui, tu l'as très, très bien expliqué. Effectivement, c'est le fait que, moi, j'appelle ça la souveraineté, le fait qu'il n'y a que moi qui sache ce qui est bon et juste pour moi. Personne d'autre ne peut le savoir. Et si je ne prends pas soin de ma terre intérieure, eh bien finalement les fruits qui vont en découler eh bien, vont être à l'image du soin et de la conscience que j'y apporte. Plus je vais prendre soin de ma terre intérieure, plus les fruits vont être abondants, plus ils vont être juteux, plus ils vont être merveilleux, effectivement. Mais pour ça, il faut ramener de la conscience. Et puis, comme tu le disais, finalement, entre le monde intérieur et le monde extérieur, il n'y a pas de frontières. Ça, ce n'est qu'un monde. Donc, l'extérieur n'est qu'un reflet de notre monde intérieur. S'il y a des difficultés à l'extérieur, finalement, revenir à soi, revenir à ce qui est là en nous. Qu'est-ce qui en nous est en train de bloquer? Qu'est-ce qui en nous n'est pas aligné et qui fait que ça se présente
à l'extérieur, parce que finalement, à l'extérieur, il y aura des avatars qui vont se C'est, présenter. c'est des cadeaux, en fait, tout ça, parce que on est très mauvais juge pour aller regarder en soi, on n'a pas envie. Et en fait, ce qui se passe à l'extérieur, c'est des cadeaux qui nous permettent de dire, hé, là, il faut quand même que tu t'occupes de ça à l'intérieur de toi. Et quand on arrive à voir ces cadeaux, on ne le vit pas du tout de la même manière. Ah bah non, du coup, c'est vraiment cette idée à nouveau de devenir à nouveau le spectateur et de se dire, ah voilà, je vais devenir pendant quelques instants le spectateur et voir qu'est-ce qui se joue là derrière, qu'est-ce qui se trame, qu'est-ce que j'ai écrit que je ne voulais pas vraiment écrire. Je peux l'effacer et réécrire, effectivement. Oui, on ne vit pas de la même manière, comme je l'exprimais, on vit avec plus de fluidité. Ça ne veut pas dire que l'expérience va être plus facile. Attention, parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent, mais finalement, euh, est-ce que ça veut dire que tout va être facile, que je n'aurai plus de peur, que je n'aurai plus de souffrance, que je ne vais plus pleurer, que tout va être joie? Non, non, il y aura aussi des moments difficiles. On est humain. Mais par contre, moi, ce que j'aime bien dire aujourd'hui, c'est que quand je vis des moments difficiles, je les vis avec, euh, avec style. C'est-à-dire que si je dois pleurer, je me fais un hôtel du pleur où je vais mettre mes bougies et je vais pleurer pendant 1 heure ma difficulté. Et après, je deviens l'observatrice et je me dis, OK, tu as vécu l'émotion qui est là, tu l'as laissée te traverser complètement, entièrement, sans la juger. Et maintenant, quelle est l'expérience effectivement que tu es en train de vivre? Pourquoi tu es en train de vivre ça? Qu'est-ce que ton monde intérieur est en train de te dire? Et oui, ça change tout. Ça ramène juste un peu plus de légèreté, de fluidité dans les moments difficiles. Mhm. J'aime bien comparer cette recherche vaine, quelque part, que tout soit parfait, lisse, on est dans la joie tout le temps. Mais en fait, c'est comme si on cherchait la mort. On cherche juste à ce que ça oscille plus. Mais la vie, c'est les oscillations. C'est ça qui fait la vie. C'est comme si on cherchait une quête d'une mort. Et il y a un moment où juste il faut se dire, mais attends, mais la vie, c'est de la fluctuation. La vie, c'est des émotions. La vie, c'est de vivre. Et donc, vivre, c'est l'oscillation. La seule chose, c'est que plus tu vas vivre ça, plus ça va aller vite. C'est-à-dire que l'oscillation, elle n'aura pas besoin de descendre dans des trucs qui vont t'emmener pendant des années à vivre des trucs difficiles. Non, tes deuils, tu peux les faire en 15 jours. Il n'y a pas de problème. Tu peux y aller. Tu vas être dans une oscillation qui va être beaucoup plus fluide et simple. Et tu vas le vivre de façon plus légère. Même si des fois, tu es au fond du trou et tu as l'impression de toucher le désespoir, et bien même le désespoir, tu vas le vivre de façon plus légère. C'est un truc qui est dingue quand même. Oui, 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 effectivement. Oui, oui. Là, comme tu le dis, le chemin va être plus fluide. Comment tu fais, toi, pour cultiver ton estime de toi malgré les critiques ou les échecs, les moments justement où ça couine? Alors, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, sur ce chemin initiatique, eh bien, au bout d'un moment, j'ai compris que finalement, il ne s'agissait pas de moi, petite Stéphania, qu'il s'agissait de bien plus grand et que je n'étais pas, oui, je suis incarnée en tant que Stéphania dans ce corps-là, mais je suis bien plus grand que ça. Et quand quelqu'un s'adresse à moi, finalement, j'aime bien déjà dans les, comme tu appelles les critiques, déjà, j'aime bien me poser la question, mais finalement, cette personne, elle est en train de, quelle partie d'elle-même elle est en train de te critiquer, premièrement, parce que finalement, elle est en train de voir les yeux, enfin, la vie à travers ses propres yeux, à travers sa vérité. Donc, sa vérité n'est pas ma vérité. Donc, sa critique n'est pas quelque part quelque chose qui vient toucher ma vérité à moi, mais je peux l'entendre, bien sûr. Je peux Par contre, je n'ai pas à la prendre pour moi. Et puis finalement, quand il est en train de peut-être juger Stéphania, il est en train de juger ça, ce qu'il voit, mais ce qui est à l'intérieur, ben ça, c'est quelque part inébranlable, comme je disais, c'est intouchable. Donc quand on arrive à prendre aussi cette perspective, finalement, ben, c'est OK. C'est OK. J'ai une anecdote à ce sujet, tu sais, donc comme je l'évoquais, j'organise des stages pour les femmes. Et, j'organise notamment des stages en sexualité sacrée et j'utilise des outils comme le tantra et le tao. Et donc, pendant un de ces stages, je proposais un exercice
en tantra dans lequel, effectivement, on va aller à la rencontre de soi, à la rencontre de son corps. Et c'était un exercice assez périlleux pour moi parce que lorsqu'on touche au corps et notamment à la nudité, eh bien, il y a quand même encore beaucoup de barrières, beaucoup de fausses croyances, beaucoup de tabous. Donc, on prépare le terrain et à la fin de l'exercice, donc moi j'avais transmis, j'avais transmis cet exercice avec beaucoup d'amour, beaucoup de tout mon être finalement, toute ma lumière. En tout cas, j'avais essayé. À la fin de l'exercice, il y a une femme qui me dit, mais finalement, en fait, moi, j'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé ça ennuyant. Je me suis ennuyée tout le long. Donc là, tu vois, typiquement, quand tu transmets quelque chose avec autant d'amour, quelque chose qui est difficile à transmettre, et que cette femme te renvoie ça, eh bien, tu peux le prendre personnellement. Tu peux te dire, waouh, je suis nulle, ça va pas, il faut que j'arrête, il faut que je change, il faut plus que je transmette ça. Ou alors te dire, ok, mais en fait, elle est juste en train de me faire part de sa vérité, de ce qu'elle, elle a vécu dans son corps. Mais ça n'a rien à voir avec moi. C'est OK si tu te détaches de ça. Pour moi, ça a été un grand enseignement. Et finalement, le lendemain, tu vois, la vie, elle est bien faite parce que le lendemain, cette même femme, elle est venue vers moi, puis elle me dit, j'ai été dure dans mes mots. Je voulais pas te dire que c'était toi. Hein. Toi, tu l'as très, très bien fait, comme tu l'as transmis. Et toutes les femmes ont adoré. C'était vraiment un sentiment personnel. Euh, et des fois, je suis dure dans mes mots, mais j'ai besoin d'exprimer ce qui est là. Et à ce moment-là, je lui ai dit, mais c'est complètement OK. Ne te justifie jamais de dénoncer ta vérité parce que tu as complètement le droit de dire ce que tu ressens. Maintenant, la façon dont moi, je le perçois et je le reçois, ça m'appartient, ça ne t'appartient pas. Et en l'occurrence, moi, ben, je l'ai bien reçu, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, ça demande aussi de faire ce travail de détachement entre, waouh, on a tous des vérités différentes et c'est OK. Et quand quelqu'un t'énonce sa vérité, eh bien, il est en train de parler de lui, finalement. Il n'est pas en train de parler de toi. Là où ça vient nous toucher, c'est les endroits où nous, on croit à ce que l'autre dit. Mhm. Oui. Ou alors ça vient faire écho avec des blessures. Et là, c'est aussi intéressant de se dire, waouh, si ça vient me titiller là de l'intérieur, si je sens cette petite colère monter, c'est finalement que la personne ait réussi à venir toucher une blessure qui est là. Donc, ce n'est pas de sa faute. Il a juste dit ce qui était là pour lui. Et moi, eh bien, je viens m'occuper de ma terre intérieure et de venir voir qu'est-ce que cette colère, cette émotion est venue réveiller en moi, quelle blessure, quel écho c'est venu faire. Ouais. Là, c'est un cadeau de tiens, t'as un petit truc à t'occuper. Viens, prends, c'est ta plaie. Oui, oui. Je vais lui amener de l'amour à cet endroit-là. Mhm. Oui. En conclusion, quel secret la vie t'a apporté que tu souhaiterais léguer à ce monde? Mhm. Oh là là. Alors, ce que j'aime bien, ce que j'aimerais léguer, bah, moi, c'est vraiment ces graines d'espoir. C'est de dire, comme je le disais, j'ai été enseignante pendant longtemps et c'était un métier de cœur, c'était une passion, c'était pas du tout, voilà, un métier alimentaire. C'était un métier d'âme. Moi, je suis née pour transmettre, comme j'aime le dire. Et pendant toutes ces années, ben, mon objectif, c'était de planter mes petites graines de conscience parce que je me disais, ben, un jour, ces enfants vont devenir des adultes. Et aujourd'hui, je continue, je suis toujours dans la transmission et mon but, c'est toujours de mettre, donc de planter ces petites graines de conscience et de dire aux gens, mais peu importe les expériences que vous avez vécues dans la vie, aussi difficiles soient-elles, eh bien, on peut s'en libérer. Vraiment, on peut s'en libérer et on peut toucher cette lumière qui est là en nous. Elle est là, elle nous attend. Hein. Quand, quand les enfants reviennent à la maison, les dieux sont en fête. C'est exactement là. La lumière, elle est là en nous. Elle attend juste que l'on puisse l'éveiller et la partager, la diffuser. Donc, ce serait ça, c'est cette graine d'espoir que j'aimerais transmettre, de dire que c'est possible. Même quand on est dans le fond du fond du tunnel, eh bien, la lumière est là. Mhm. Il est jamais trop tard. Non.
Merci beaucoup Stéphania pour tout ton partage et toute la lumière que tu nous as diffusée. J'espère sincèrement que toi, auditeur, tu profites de ces clés pour t'inspirer sur ton propre chemin de vie, pour t'aimer encore davantage, pour oser aller voir à l'intérieur de toi, pour faire ce chemin d'amour à l'intérieur de toi. Parce que oui, c'est possible. L'espoir, il est là. Quel que soit ce que tu as traversé, quel que soit ce que tu as vécu, il n'est jamais trop tard. La vie, elle est super. Et joue ta vie, vas-y à fond, c'est maintenant. Après, ce sera trop tard. Donc, c'est maintenant, vas-y. J'ai hâte de lire en commentaire tes prises de conscience, ton cheminement personnel, tes questionnements. Stéphania, je te souhaite une excellente, une merveilleuse continuation dans ta lumière. Où est-ce qu'on peut te retrouver en ce moment? Alors, les moyens les plus directs, donc c'est sur Facebook sous Stéphania Villela, simplement. Sur Instagram aussi, sous Stéphania Villela. Et puis, mon site internet www.stephaniavillela.com. Et là, vous avez vraiment toutes les informations concernant ce que je propose comme accompagnement, comme stage, comme retraite. Voilà, tout est indiqué sur mon site internet. Je vais mettre sous cette vidéo tous les liens pour retrouver Stéphania. Merci beaucoup pour ton partage, Stéphania. Merci à toi. Cher auditeur, écoute ton cœur, suis ta boussole de joie et je te dis à très bientôt dans une nouvelle interview. Au revoir Stéphania. Au revoir. Si vous connaissez quelqu'un à qui cette vidéo pourrait faire du bien, n'hésitez pas à la lui partager. Et pour ne rien rater mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne. En activant la cloche, vous recevrez les notifications par mail. Je vous souhaite une excellente journée, une belle continuation et à très vite.